La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina devra se doter d'une nouvelle assemblée consulaire élue. Les organes délibératifs issus des élections de 2013 ont été dissous par décision du Conseil des ministres du 17 décembre dernier. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à cette décision? Quelles sont les perspectives de la Chambre de commerce post-insurrection? Réponse dans ce journal. C'est parti pour la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. La 10e édition lance la réflexion sur la protection de l'enfance. Aux États-Unis, la firme Sony a été la cible d'une cyberattaque imputée à des pirates informatiques jugés proches du régime nord-coréen. En cause, un film réalisé par Sony sur une parodie d'assassinat de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Madame, Monsieur, voici votre 20h dans ses principales articulations. Bienvenue aux actualités. Tout d'abord, le président de la transition est rentré ce soir de Nouakchott où il a participé à 2 rencontres au sommet. D'abord ce jeudi, un sommet sur le processus de Nouakchott sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et ce vendredi, il a participé à un second sommet, cette fois-ci extraordinaire, du groupe G5 du Sahel sur les projets structurants de développement dans la bande sahélo-saharienne. Il a été question au cours de ces 2 rencontres d'un engagement collectif contre le terrorisme et ses causes. Reportage Fousseni Kindo et Souleymane Sanou. Écoutez, je suis venu rendre visite à Monsieur le Premier ministre comme il se doit dans le cadre de la mise en place des organes de la transition. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'autres personnalités, membres du gouvernement, président du Conseil national de la transition. Donc c'est une démarche normale de courtoisie. C'était aussi bien sûr et surtout pour rappeler que les Européens, je représente l'Union européenne, mais il y a les États membres. Les Européens sont un partenaire historique, important du Burkina Faso. Plusieurs délégations européennes, d'ailleurs, sont venues ces jours-ci de plusieurs pays européens. Et que, globalement, les Européens sont bien sûr favorables à la réussite de la transition. On souhaite donc pouvoir l'accompagner et pour ce faire, disposer de tous les éléments nécessaires à l'appréciation, c'est-à-dire notamment avoir une bonne appréciation du calendrier de la transition, c'est-à-dire le calendrier des élections qui sera annoncé d'ici quelques temps, le programme, puisque c'est une transition qui doit donc se concentrer sur quelques axes d'action, les priorités et les besoins. Et puis évidemment partir d'un budget qui va être voté prochainement pour savoir quelles sont les priorités et les moyens que l'État va pouvoir mettre en place au cours de cette année de transition, donc qu'il soit clairement défini ce que sont le terme, les objectifs, les priorités. Et nous, en tant que tels, les Européens, c'est-à-dire à la fois les États membres et les institutions de l'Union européenne, nous sommes disposés à travailler à des appuis exceptionnels dans une période exceptionnelle. Et pour ça, nous avons besoin effectivement d'avoir ces données. Donc c'est ce message que je voulais apporter. Et puis aussi évoquer un certain nombre de questions qui sont plus liées à l'actualité politique, sur la perception de la transition à travers certaines annonces qui ont été faites, sur lesquelles chacun aussi attend un certain nombre de réponses. Et puis rappeler le rôle de votre pays comme acteur de la stabilité régionale. Donc voilà, c'était un peu autour de ces trois éléments-là que l'échange s'est déroulé. Voilà, vous venez d'entendre plutôt l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso qui est allé dire au Premier ministre Yacouba Zida le soutien de l'Union au Burkina Faso après la mise en place des organes de transition. Il faudra attendre quelques instants encore pour que Fousseni Kindo et Souleymane Sanou puissent vous proposer le reportage sur la mission du président de la transition à Nouakchott. Suite de ce journal, il faut protéger les enfants contre les dangers des technologies de l'information et de la communication qui conditionnent le quotidien des Burkinabés et des populations. C'est la réflexion que porte cette année la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. Le Premier ministre qui a lancé la semaine exhorte à la prise de mesures au développement d'intelligence protectrice pour l'enfance captivée par l'Internet et le reportage Momouni Soubeiga. Dans un contexte marqué par la prolifération des pratiques pas du tout recommandables à cause des technologies de l'information et de la communication, la 10e édition de la Semaine nationale de l'Internet a décidé de tirer la sonnette d'alarme.
Ces technologies exposent surtout les tout petits à des dangers et la marraine de la semaine plaide pour une meilleure sécurisation des enfants. On assiste souvent impuissant à l'utilisation de plus en plus fréquente de l'Internet par les réseaux pédophiles en vue d'établir le contact avec des mineurs, notamment par certains délinquants qui se faisant passer pour des enfants de leur âge. La Commission de l'informatique et des libertés mesure à sa juste valeur son rôle dans la protection de l'enfance en ligne et compte jouer sa partition afin de garantir un environnement numérique sain pour la jeunesse. Le Premier ministre qui a procédé au lancement de la semaine a surtout rendu un hommage aux initiateurs, puis a réitéré la nécessité d'œuvrer à mieux protéger les enfants comme le préconise le thème de cette édition. 10 années après, le Burkina Faso connaît des avancées significatives dans l'édification d'une société de l'information. En effet, le secteur des télécommunications et des TIC a marqué par d'importantes réalisations sur le plan du développement des infrastructures, de la mise en œuvre d'un cadre légal et institutionnel propice et du développement de l'offre de services. Mon gouvernement travaillera à renforcer les acquis et poursuivra la mise en place de l'exploitation de la plateforme e-Conseil des ministres et la formation de ses acteurs. Promouvoir et vulgariser les technologies de l'information et de la communication, c'est l'un des objectifs de la Semaine nationale de l'Internet. Et 10 ans après, c'est une nouvelle dynamique que les autorités en charge des TIC envisagent d'insuffler à l'événement. Nous allons en 2015 faire un séminaire, regrouper l'ensemble des acteurs pour faire le bilan dans ces 10 ans. Mais c'est aussi sur le signe, je dirais, donc, de l'apport du ministère à la réussite de la transition. Vous savez qu'aujourd'hui, l'une des priorités, sur la priorité principale, ce sont les élections. Et nous entendons, au niveau du ministère du Développement économique et numérique, apporter donc notre contribution donc, à ces élections-là, des élections apaisées, transparentes et non contestées. Tous les acteurs du public et du privé qui interviennent dans le domaine des TIC sont impliqués. Des expositions, des communications, des formations et une récompense des meilleurs prestataires des TIC sont prévues pour cette semaine qui se tient du 18 au 23 décembre. Un abonné pourra très bientôt quitter un opérateur de téléphonie mobile pour un autre tout en gardant le même numéro de téléphone. Ce procédé s'appelle la portabilité des numéros mobiles et il présente de nombreux avantages. Précision avec Bouma Ernest Nébié. Eux, ce sont des acteurs œuvrant dans le domaine de la télécommunication. Ils viennent de boucler une formation de 4 jours sur la portabilité des numéros mobiles, une nouvelle pratique qui sera bientôt mise en œuvre au Burkina, au bonheur des opérateurs de la téléphonie mobile et leurs abonnés. La portabilité, c'est un service qui est donné à tout client d'un réseau, d'un opérateur, de pouvoir changer d'opérateur en gardant le même numéro. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui était à RTL, il peut quitter RTL pour venir à Telmob en gardant son même numéro RTL. Quelqu'un qui était à Télécel peut aussi changer pour venir à Telmob. Comme à RTL, au Burkina, nous avons 3 opérateurs. C'est-à-dire que celui qui était dans un opérateur donné, il peut quitter cet opérateur en gardant le même numéro pour aller vers l'opérateur où il désire faire désormais ses abonnements. Initié par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, la formation devra permettre aux participants de mieux cerner les contours du concept de cette portabilité des numéros mobiles ainsi que les différentes techniques de sa mise en œuvre. Après l'étude qui a été réalisée depuis le début de l'année, c'est d'abord de faire connaître la portabilité aux opérateurs. Nous sommes pour l'instant dans une phase de sensibilisation et de leur dire que, en fait, la portabilité, c'est un droit pour les consommateurs. Nous qui sommes chargés de l'application de cette réglementation, nous demandons aux opérateurs de nous aider à effectivement appliquer ce droit. Selon le président de l'ARCEP, cette pratique qui a connu ses débuts à Singapour, à Hong Kong, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, présente beaucoup d'avantages. Ainsi, le consommateur a par exemple la liberté de passer à un nouveau fournisseur de télécommunications sans perdre son numéro de téléphone. La portabilité des numéros mobiles permet également la création de la concurrence entre les opérateurs, toute chose qui conduira à une baisse des prix et à une meilleure qualité des services.
Pour la réussite de sa mise en œuvre au Burkina, le président de l'ACEP est optimiste. Un défi des politiques publiques, comment réduire les inégalités criardes entre hommes et femmes. Le Conseil national pour la promotion du genre s'y attelle. C'est un défi pour tous les départements ministériels, mais également pour toutes les organisations publiques ou privées. La première session du Conseil s'attelle à lever les obstacles liés à la transversalité et à la coordination des activités genre. Reportage Olopoda. L'approche genre, ce concept nouveau est au cœur de la problématique du développement et la question mobilise toutes les sensibilités. C'est le cas ici à la session annuelle 2014 du Conseil national pour la promotion du genre. Un cadre de concertation au cours duquel gouvernement, organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers discutent des défis majeurs qui se posent à la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Après la mise en place du dispositif institutionnel et opérationnel composé du secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre, des cellules pour la promotion du genre des ministères et institutions, des conseils communaux et régionaux pour la promotion du genre, notre département a élaboré et mis en œuvre un programme de renforcement des capacités des acteurs d'août 2011 à juin 2013. Cette entreprise préalable a permis de mettre en place et de réaliser plusieurs concertations. Des dispositifs opérationnels structurés existent, mais la faible coordination des activités a un impact négatif sur les indicateurs de performance de développement. La thématique genre étant transversale, il faut nécessairement une synergie d'action entre les différents intervenants dans le domaine. C'est pourquoi cette présente session va se pencher sur le défi de la transversalité et la coordination des activités genre au Burkina Faso. Au cours de ces 2 jours, vos réflexions seront focalisées sur les obstacles à l'opérationnalisation effective de la transversalité du genre, ainsi que sur les contraintes techniques, politiques et financières à une meilleure coordination des activités du genre au Burkina Faso. Dans l'esprit de la déclaration de Paris, la mise en œuvre efficace de la politique nationale genre nécessite une forte implication, une concertation et une synergie d'action de tous les acteurs du développement national. Promouvoir l'équité entre les sexes dans le processus de développement, le gouvernement réaffirme sa volonté. Une volonté politique qui va désormais s'orienter vers une stratégie globale intégrant tous les acteurs et leurs initiatives. Question de permettre une bonne appropriation de l'approche genre et une intégration réelle de ces principes fondamentaux pour réduire les inégalités liées au sexe. L'Union pour le progrès et le changement entame une tournée d'information et de sensibilisation dans 4 communes rurales du Houé. L'UPC entend ainsi se rapprocher de ses militants à la base pour les préparer aux élections de 2015. Reportage Kadou Romenki. Première sortie de l'Union pour le progrès et le changement UPC dans la province du Houé après la chute du régime Compaoré. À la tête de la délégation du parti, son coordonnateur provincial section Houé. Ces figures emblématiques du parti ont sillonné 4 communes rurales du Houé, à savoir Faramana, Fo, Koundougou et Dandé. Une tournée qui s'inscrit dans la dynamique du parti qui se veut encore plus proche de ses militants. L'accès vraiment à l'information dans nos milieux ruraux reste toujours un gros problème. Donc c'est dans ce souci-là que nous avons initié avec l'ensemble des collaborateurs cette tournée pour pouvoir rencontrer nos militants à la base, pour leur témoigner en tout cas notre solidarité quant à tout ce que nous avons pu mener ensemble depuis les élections passées de 2012 à aujourd'hui. Et également les préparer, nous ne sommes pas en campagne, les préparer pour les échéances à venir pour 2015. J'avoue que je suis satisfait de la tournée. Vous avez vu la mobilisation ce matin. Je peux vous rassurer que si nous étions les récoltes, les gens sont partis au champ. Vous allez voir le monde ici, ça ne sera pas du tout petit.
Une visite de courtoisie qui a rapidement tourné aux allures politiques. L'occasion a été mise à profit pour interpeller les citoyens burkinabés à se mettre au-delà des clivages ethniques quant au choix de leur candidat. Le parti a aussi invité ses militants à éviter d'être l'appât des politiques politiciennes et à voter en toute indépendance lors des élections présidentielles de novembre 2015. Le phare projette ses lumières sur les défis majeurs de la transition au Burkina Faso. De nombreux panélistes ont pris part à ce débat du Faso Action Renouveau. De nombreuses recommandations sont faites pour assurer une transition réussie au Burkina. Reportage Claudine Dimabio Bikaba. Pour mener à bien la transition, l'organisation de la société civile Faso Action Renouveau phare a organisé une journée de réflexion sur la thématique centrale, les défis majeurs de la transition au Burkina Faso. Et dans cette optique, ce sont des personnes avisées qui ont été invitées à dégager les grandes orientations de cette transition. Et Salif Diallo apporte à cette conférence débat son regard d'homme politique. Les défis de la transition, il faut, à mon avis, faire un petit retour en arrière pour prendre en compte les questions essentielles qui ont amené à l'insurrection de 25, 26, 27 jusqu'au 31 octobre, au soulèvement de notre peuple contre la dictature qui laisse Compaoré et son plan. C'est vrai, s'il y a une question qui a uni la majorité des Burkinabés, c'est la question fondamentale de l'alternance. De la thématique centrale, il est assorti de sujets de réflexion tels, en plus du regard du politique, la justice transitionnelle, l'organisation des élections, le regard extérieur du Burkina post-insurrectionnel et bien entendu le regard du constitutionnaliste. Et tout ce que nous avions prévu pour les réformes démocratiques, pour la réforme de l'armée, tout ceci a été abaissé. Et donc, on nous dit d'organiser une transition en 11 mois. Chiche, qu'est-ce qu'on peut faire en 11 mois? Concentrez-vous sur les élections, c'est ce qu'on nous a dit. En 11 mois, effectivement, on ne peut que se concentrer sur les élections présidentielles, législatives et municipales, tout en assurant la gestion du quotidien. Au-delà de ces questions brûlantes, il est surtout question à ce cas de change de songer à la jeunesse fer de lance de cette insurrection dans la nouvelle dynamique du pays. Depuis que nous avons obtenu le résultat qui consistait au départ du président Compaoré, la jeunesse a estimé que désormais elle voulait faire partie du débat. Elle voulait apporter sa contribution parce qu'elle était restée absente du débat que toutes ces dérives ont pu avoir lieu. Donc désormais, elle a décidé de prévenir et de contribuer afin que ces aspirations soient prises en compte. Ce sont donc des contributions significatives qui vont aider les organes de transition à la réussite qui sont attendus de cette rencontre. Il y a peut-être une chance pour les victimes de pillage et de casse des 30 et 31 octobre de retrouver un objet perdu. La police nationale a réussi à mettre la main sur quelques objets subtilisés. Les prises sont exposées au commissariat central. Des images dans ce reportage de Nathalie Sawadogo. 103 engins à 2 roues, 3 tricycles, 280 sacs de riz, 225 bidons d'huile, 111 feuilles de tôle, des cartons de carreaux, des sacs de haricots, du couscous et divers autres lots de matériel. Voilà ce que la police nationale de Ouagadougou a pu saisir des mains des pilleurs lors des derniers événements des 30 et 31 octobre dernier. À cette conférence de presse, le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou a fait le point des objets saisis et lancé un appel à toutes les victimes des pillages lors de l'insurrection. Nous profitons de cette occasion pour inviter les éventuelles victimes à passer dans les jours à venir, vérifier si un quelconque de leurs biens ne fait pas partie des biens saisis et produire les pièces justificatives pour entrer en leur possession. Parlant des pièces justificatives, il peut s'agir des reçus d'achat, il peut s'agir des cartes grises pour ce qui concerne les engins ou des bons de commande, tout ça, tout ce qui peut en tout cas prouver que le bien appartient
aux intéressés sera prise en compte et leur matériel leur sera restitué sans frais. Nous saisissons l'occasion aussi que vous nous offrez pour lancer un appel à tous ceux qui détiendraient encore par devers eux des biens saisis lors de ces pillages-là, qu'ils prennent toutes les dispositions pour les déposer auprès des différents services de sécurité. Mais passé le délai de 2014, à partir de 2015, tous ceux qui vont être saisis en possession de ces biens, nous serons en droit et même, j'allais dire, dans l'obligation de les conduire devant le procureur du Faso. Tous ces biens ont été saisis à l'occasion des fouilles ou pas des dénonciations. Certains pilleurs ont tout simplement préféré venir déposer les biens qu'ils détenaient dans les différents services de la police. Cette conférence a été une occasion pour la police de démentir les rumeurs selon lesquelles elle procéderait à des fouilles arbitraires dans les domiciles. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Fouseni Kindo qui reviennent de Nouakchott où deux sommets s'y tenaient. Le sommet sur le processus de Nouakchott et le G5 du Sahel sur les projets structurants de développement dans la bande sahélo-saharienne, deux sommets auxquels le président de la transition a pris part. Reportage. Un sommet pour définir l'opérationnalisation du G5 du Sahel. La rencontre de ce vendredi 19 décembre 2014 à Nouakchott s'est voulue plus pragmatique. Adopter formellement les textes constitutifs du groupe. Le G5 du Sahel, un cadre de coordination et de coopération régionale pour la sécurité et le développement. À la rencontre de la capitale mauritanienne, il s'est agi également de discuter de sécurité mais aussi d'infrastructures et de développement pour la sous-région. Le terrorisme prospérant sur un terreau fertile comme la misère et la pauvreté. Il y a juste 10 mois, ici même à Nouakchott, nous décidions de la création d'une organisation régionale regroupant nos 5 États. Dans le but de coordonner nos politiques et nos actions, promouvoir notre intégration économique et relever ensemble les multiples défis auxquels nous faisons face. À ce sommet de Nouakchott, un hommage a été rendu au Burkina Faso pour les événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont conduit à la mise en place d'un régime de transition. En participant à cette rencontre extraordinaire, le président Michel Kafando entend engager le Burkina Faso dans cet effort solidaire pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité dans la bande sahélo-saharienne. Si nous sommes conscients que si les 5 pays arrivent à développer un programme cohérent de développement, c'est déjà beaucoup pour faire face et pour contrer le terrorisme. Et nous sommes conscients que les 5 pays sont vraiment très fragiles. C'est les pays les plus fragiles et les plus directement confrontés, comme je vous l'ai dit, au terrorisme. Donc il y a lieu de développer une coopération entre eux et c'est ce que nous avons fait ce matin en signant cette convention-là, qui véritablement va transformer, à mon avis, fondamentalement, la physionomie des 5 pays du Sahel, qui va leur donner la force de pouvoir contrer le terrorisme et qui aussi va leur donner l'espoir de pouvoir quand même, sur le plan du développement, donner de meilleurs gages aux populations. La rencontre de Nouakchott s'est félicitée également du travail formidable des experts sur la formulation d'un programme d'investissement prioritaire pour la période 2015 à 2017. Un programme qui va coûter environ 15 milliards de dollars. Déjà, des partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les fonds arabes, les Nations unies et l'Union européenne ont donné leur accord pour accompagner le processus. Par décision du Conseil des ministres du 17 décembre dernier, l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est dissoute. 6 mois sont donnés à la communauté d'affaires pour se doter de nouvelles assemblées élues. Pourquoi cette dissolution? Les implications et les perspectives de la Chambre de commerce et d'industrie post-insurrection. Sieur Sylvestre Da a posé ces questions au ministre du Commerce et voici son reportage. Le 12 décembre dernier, les devantures de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à Ouagadougou étaient le théâtre d'un mouvement d'humeur organisé par une partie de ses membres. Des manifestants qui réclamaient la dissolution de l'Assemblée consulaire de cet établissement public. Le Conseil des ministres en sa séance du 17 décembre accéda à cette revendication.
des voix se sont élevées, aussi bien dans le milieu des affaires que dans d'autres milieux, pour un peu critiquer la composition du bureau consulaire, de l'assemblée consulaire et même de la gouvernance au sein de la chambre de commerce. Ces critiques-là portaient un peu sur la proximité de certains membres du bureau consulaire avec certains membres du gouvernement dessus, et également compte tenu du fait que il a été constaté l'indisponibilité de la présidente du bureau consulaire du fait de son absence du territoire national suite à l'insurrection populaire. Ça entamait un peu la crédibilité des membres élus même de cette assemblée consulaire. Et également, pour ne pas jouer un peu sur le respect que les partenaires techniques et financiers ont à l'égard de la Chambre de commerce, il a été proposé au gouvernement la dissolution de cette assemblée consulaire. L'assemblée consulaire dissoute a été mise en place le 19 août 2013. Forte de 123 membres représentés dans les 13 régions du Burkina, elle était présidée par Alizeta Ouedraogo, une assemblée qui devait fonctionner jusqu'en 2018. Conformément au rapport du Conseil des ministres, une délégation spéciale de 5 membres, au lieu de 3 comme prévu dans les statuts de la Chambre de commerce, est mise en place pour gérer l'établissement. Les membres désignés de cette délégation spéciale ont été vraiment désignés en tenant compte de beaucoup de critères, mais des critères essentiellement d'intégrité. Le président, c'est M. Nakoulman Brahima, qui est le président du patronage. Le représentant du secteur industrie, c'est M. Traoré Amba. Et en ce qui concerne le représentant du secteur service, c'est M. Sori Aboulaye. Et pour ce qui concerne le représentant du secteur commerce, c'est Mme Benao Victoire. Et enfin, le rapporteur, c'est M. Nabolé Aboulaye, qui est conseiller technique au niveau du ministère chez nous. Le mandat qui est donné à cette délégation spéciale est la lecture des textes et l'organisation de nouvelles élections consulaires dans un délai de 6 mois à compter de la date de dissolution. Les statuts de la Chambre de commerce disent que les élections doivent être organisées entre le 2e et le 4e mois. Mais en dérogation de cette disposition, nous on prévoit également une dérogation de 6 mois pour permettre la rélecture des textes de la Chambre de commerce, parce que les critiques même portent sur ces textes-là, parce qu'on dit que c'est par rapport à ces textes-là que les gens ont été imposés au niveau du bureau consulaire et puis de l'Assemblée consulaire. La délégation spéciale devra rencontrer toutes les parties prenantes de la Chambre de commerce, sans oublier les représentations dans les régions. Cette délégation a été mandatée de répartir vers toutes les composantes de la Chambre de commerce pour recueillir tous les avis en vue d'éviter la prochaine d'autres critiques dans le cadre de la mise en place de l'Assemblée consulaire. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat d'interpeller les acteurs du monde des affaires ainsi que l'opinion nationale et internationale à faire confiance au gouvernement de transition en le laissant travailler. Un gouvernement qu'il dit conscient de l'aspiration des Burkinabés au changement. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est un établissement public à caractère professionnel créé en 2011. Elle est organisée en assemblée consulaire, regroupant des membres issus des secteurs d'activité de l'industrie, des services et du commerce autour de la promotion et de la défense des intérêts du secteur privé. Un réseau de bourses, de sous-traitance et de partenariats se met en place dans l'espace UEMOA. Il a pour ambition de rapprocher les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries afin de créer un cadre favorable au développement des affaires. Ces bourses doivent appuyer les sous-traitants à améliorer leur compétitivité en vue de favoriser l'accès à de nouveaux marchés. Reportage signé de Adama Koulibaly. Il aurait fallu plus d'une décennie pour que soit effective la mise en place d'un réseau regroupant les bourses de sous-traitance et de partenariat de l'espace UEMOA. Ces bourses cadres de rapprochement entre les PMI, PME et les grandes entreprises devraient appuyer les sous-traitants pour améliorer leur compétitivité et faciliter ainsi l'accès à de nouveaux marchés. L'industrie minière va avoir affaire à des engins mécaniques. Donc il faut que ces engins mécaniques-là puissent être entretenus. On va avoir affaire à un certain nombre d'outils qu'il va falloir construire. Il va falloir faire des bâtiments. Donc on va faire appel à ces bâtiments-là. Il va falloir, lorsqu'on construit ces outils, il va falloir avoir de la mécanique. Donc cette mécanique doit être entretenue. Donc l'entreprise qui vient faire l'extraction de l'or, dont la spécialité c'est extraire de l'or, va faire appel donc à un certain nombre d'entreprises autour d'elle qui vont être chargées d'entretenir, de maintenir l'électricité, la mécanique, la métallurgie, l'électronique
Et donc on aura comme ça un microcosme, un ensemble d'entreprises qui vont favoriser. Donc le donneur d'ordre sera l'industrie minière et les sous-traitants, ce seront donc toutes ces entreprises qui vont l'accompagner. Et la bourse de sous-traitance, c'est le lieu de rencontre de la demande de l'industrie minière et la réponse qui sera faite par toutes ces entreprises spécialisées dans leur domaine. S'inscrivant dans le cadre de la politique industrielle commune de l'UEMOA, l'institution communautaire n'a de cesse œuvré à la réalisation de ce projet en faveur du secteur privé. Ce que nous faisons aujourd'hui est des volets d'un ensemble de programmes que nous avons initiés pour soutenir l'industrie. Ici, la sous-traitance, c'est parce qu'on est persuadé qu'un industriel qui a un produit ne peut pas le réaliser de A à Z. Il y a des compétences limitées sur des domaines bien particuliers qui favorisent, n'est-ce pas, sur la chaîne de valeur, une meilleure compétitivité. L'une des attentes de cette rencontre de Ouagadougou est la volonté politique de promotion de la sous-traitance au niveau de chaque pays. Il s'agit vraiment d'aller vers le concret, de mettre en place ces bourses de sous-traitance au niveau de différents pays, de faire en sorte que nous, le gouvernement, nous acceptons d'aider le secteur privé à mettre en place ces sous-traitance et aussi nos partenaires publics et financiers. Pour les 3 années à venir, les actions du réseau ont un coût estimatif de plus de 11 milliards de francs CFA, provenant essentiellement des États membres de l'UEMOA et des entreprises. Un meilleur exercice du contrôle interne et de l'audit pourrait améliorer le recouvrement des recettes fiscales au niveau du Burkina Faso. Pour la Direction générale des impôts, il s'agit d'assainir le fonctionnement des services de collecte des impôts. Les agences se sont préparées à cette exigence pour plus de résultats. Le reportage est signé de Karim Patrick Namono. L'audit et le contrôle interne font désormais partie de leur vocabulaire professionnel. Mieux, ils feront partie de leur nouvelle méthode de travail. En 3 jours, ces concepts ont été exposés et mieux expliqués à ces agents de la Direction générale des impôts. Si on veut avoir une adéquation entre les moyens et les résultats, il faut bien contrôler donc cette adéquation-là. Et il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre instrument que l'audit et le contrôle. Donc, dans ce sens-là, je pense que la Direction générale des impôts a trouvé un thème pertinent et qui correspond aux besoins du moment. Les chantiers sont là, optimiser la collecte de l'impôt. Les instruments sont désormais disponibles, l'audit et le contrôle interne. Les ouvriers sont ces financiers outillés et comme on le dit, c'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon, donc le vrai financier. Un nouveau syndicat fait son apparition dans le monde agricole. Il s'agit du syndicat agricole du Burkina Faso, SIAB, qui s'engage à défendre les intérêts des acteurs du monde agricole et à renforcer l'union et la cohésion entre ses membres. Cette organisation a été portée sur les fonds baptismaux au cours d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue dans la cité de Bankoui. Des membres donc venus de 13 régions qui étaient présents. Reportage Siriki Milogo. L'union fait la force. Le SIAB, syndicat agricole du Burkina, l'a bien compris. C'est pour faire de cet adage la chose la mieux partagée que cette organisation est née. Un syndicat agricole qui a pour leitmotiv la défense des intérêts matériels et moraux des acteurs agro-silvopastoraux et halieutiques. Travailler à améliorer les conditions de vie des producteurs d'une manière générale, résoudre la pauvreté du Burkina Faso d'une manière aussi générale, parce que 80% de la population est agricole. Une fois les producteurs ont les moyens, je pense que le pays aussi va émerger. Au terme de l'Assemblée générale constitutive, c'est un bureau provisoire d'une durée de 6 mois, composé de 16 membres qui a été élu. Et voici celui qui présidera à la destinée de cette structure. Abou Ouattara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mesure les défis à relever. Il faut d'abord travailler à la cohésion du monde paysan. C'est ainsi que le bureau même a suggéré l'accompagnement de certains sages. Je vais d'abord prier pour eux, pour qu'ils se portent tous en bonne santé et en tout cas les conseiller à s'entendre et à chacun être à l'écoute l'un de l'autre et à persévérer. Parce que la défense des intérêts des producteurs, j'en sais quelque chose,
et je pense qu'ils sont suffisamment solides pour le faire. Solidarité, professionnalisme, équité, telle est la devise de ces syndicats dont le siège social est à Ouagadougou. Un syndicat qui dit ne pas venir remettre en cause les actions des associations et syndicats existants, mais plutôt apporter un appui et renforcer ces actions. La Chambre nationale d'agriculture, pour sa part, fait le bilan de ces actions. Les élus réunis à Ouagadougou se proposent de rédiger des propositions à l'adresse des autorités de la transition en vue d'une meilleure valorisation du monde rural. Le reportage de Sylvestre Da. Ils sont des présidents et vice-présidents des chambres régionales d'agriculture et des représentants des groupes spécifiques qui sont les opérateurs privés et les femmes. Au nombre de 39, ils sont les élus consulaires de la Chambre nationale d'agriculture. Et à cette session unique de l'année qui les réunit, il s'agira pour eux de faire le bilan d'une année de fonctionnement pour mieux se projeter dans l'avenir. On a pu faire entendre la voix du monde paysan dans les décisions de politique agricole autour des différentes rencontres dédiées à cet effet. En termes d'insuffisance, vous savez, tout début, un bébé qui naît pour marcher, c'est pas facile. Donc il y a quand même des difficultés financières, il faut le reconnaître. Le gouvernement fait des efforts pour accompagner les chambres d'agriculture, mais pour le moment, on continue quand même à avoir certaines difficultés de financement pérenne des chambres d'agriculture. En termes de perspective, c'est renforcer quand même l'institution consulaire. Donc cette représentation du monde agricole, il faut renforcer ses capacités, mais aussi il faut développer des initiatives qui vont permettre vraiment au monde agricole de se développer comme il se doit. Le ministre en charge de l'agriculture, par la voix de son représentant, exhorte les élus consulaires à des débats fructueux. Il a aussi réitéré le soutien et l'accompagnement du gouvernement de transition à la Chambre nationale d'agriculture dans ses différentes missions de valorisation et de protection de la profession agricole dans toute sa diversité. La session de l'Assemblée consulaire va durer 3 jours. 3 jours qui vont également être mis à profit pour élaborer un mémorandum et faire des propositions à soumettre aux autorités de la transition. Exercice d'évaluation également pour le projet Fonds de lutte contre la traite et les pires de travail des enfants. Le projet a reçu de la KfW le soutien de 5 milliards de francs CFA pour réaliser des activités visant à la prévention et à la réinsertion des enfants victimes ou exposés à la traite et aux pires formes de travail et aux travaux généraux, aux travaux plutôt dangereux. Quels résultats? Au bilan, le comité de pilotage se réunit à Ouagadougou pour apprécier. Reportage Estelle Judith Assorba. 5 mois après le lancement officiel de la 4e phase du projet de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, les membres qui sont chargés de sa mise en œuvre se retrouvent pour leur première session ordinaire. À cette rencontre, ils doivent identifier les activités à réaliser pour les 3 années à venir, définir un plan opérationnel avec une budgétisation à l'appui. De plus en plus, une prolifération de traite des enfants au niveau des sites. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut redoubler davantage et c'est pour cela que nous avons la coopération allemande avec nous pour nous accompagner dans cette tâche. Ce combat contre la privatisation des enfants de leurs droits est engagé depuis près de 10 ans maintenant avec le soutien financier du gouvernement allemand à travers la KfW. Et selon le comité de pilotage, il s'agit d'une lutte de longue haleine. Cette 4e phase prévoit de grands projets. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur les réalisations. Il est bon d'accompagner effectivement le gouvernement pour mettre en place les textes qu'il faut, mais il est aussi bien de mettre en place les structures au niveau local, de telle sorte que effectivement les enfants qui ne partent pas à l'école puissent effectivement aller à l'école, parce que vous savez que quand il n'y a pas véritablement d'école, les enfants ont plutôt tendance à aller sur des sites, ils sont potentiellement des enfants à risque. Le montant alloué pour mener à bien cette 4e phase s'élève à 5 milliards 200 millions de francs CFA. Le centre-est, l'Est et le Sud-Ouest sont les régions bénéficiaires. Les ambitions, c'est effectivement de mettre en place des plans d'action au niveau des communes de lutte contre la traite des enfants et de pouvoir les accompagner à la mise en œuvre pour lutter contre la traite des enfants. Et aussi
de mettre en place des infrastructures, de réaliser des infrastructures à même d'occuper les enfants, à même d'apporter les informations aux enfants sur leurs droits. Des actions de prévention et de réinsertion des enfants victimes ou exposés à la traite et aux travaux dangereux devraient soulager de nombreux enfants vulnérables et donner beaucoup d'espoir aux parents des régions concernées. À présent du sport, la 10e journée du championnat national de football s'est jouée à Pau mercredi dernier. Le Majestic et l'AS Sonabel se sont quittés sur le score de 1 but partout. Un résultat honorable pour le Majestic, mais inacceptable pour l'AS Sonabel. David Bambara et Modeste Ouedraogo. 3 mots résument cette rencontre entre le Majestic et l'AS Sonabel, respectivement 7e et 2e au classement après 9 journées. Culture tactique, engagement physique et problème d'arbitrage sont autant de faits qui ont émaillé ce match d'intérêt. La première période, pauvre en occasion de but, est essentiellement marquée par cette grosse offensive des électriciens à la 3e minute. Seydou Sanou, en connexion avec Madi Ouedraogo, voit sa passe en retrait dans les pieds de l'adversaire. La réplique des académiciens de Majestic intervient à la 19e minute. Une opportunité mal exploitée. L'attaque du Majestic était peu brouillonne. Jean Zongo à la 40e minute sort sur blessure. Un coup dur pour le Majestic qui perd un de ses meilleurs joueurs et la mi-temps intervient sur le score de 0-0. Un résultat bien maigre qui suscite des commentaires chez les supporters. À la reprise, les électriciens haussent le niveau de leur jeu et se crée une occasion gâchée par Adama Zungrana. La première montée des académiciens à la 51e minute fait mouche. Sur cette frappe, l'arbitre voit une main du défenseur électricien et siffle un pénalty. Faux, retorque le banc de touche de l'AS Sonabel qui crie au scandale. Brassim Sawadogo du plat du pied ouvre le score en faveur du Majestic. La tension retombée dans la foulée. Ibrahim Barry trouve la tête de Seydou Sanou, mais la défense du Majestic est bien en place. Les minutes s'égrèlent et Kamou Malou, le stratège de la Sonabel, jette ses dernières cartes dans la bataille. Ousmane Ouedraogo Djungus répond par un changement défensif. À la 81e minute, le Majestic passe à côté du doublé. Assamadou trouve Bassim Traoré, mais sa reprise est repoussée en corner. La défaite se rapproche du côté des électriciens, mais André Amiogou et ses coéquipiers ont du caractère. À la 84e minute, le même André Amiogou exploite judicieusement la sortie manquée de Drissa Traoré et signe l'égalisation. Un but partout, c'est le score final. Pendant que les Sonabel pointent du doigt à l'arbitrage, l'on préfère se remettre en cause. Il faut reconnaître qu'actuellement, notre équipe a un problème de gardien. Voilà. Donc ça fait que les gardiens ne lisent pas bien le jeu. Si vous avez vu le but, le ballon sur le côté, le gardien voyage, il va là-bas. Donc le ballon qui revient dans l'axe, il n'est plus là. Et conséquence, nous avons pris un but. Je sais que les arbitres sont des êtres humains comme nous, capables de se tromper. C'est vrai, c'est difficile de juger et souvent prendre certaines décisions à chaud. Mais je me dis qu'ils doivent quand même essayer de revoir leur copie. Une chose est sûre, ce match nul aura des conséquences sur le classement à l'issue de la 10e journée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de programmes sur la RTB.